Dans cette histoire, après sa renaissance, le protagoniste acquiert une capacité unique, tout ce qu'il imagine devient réalité. Par exemple, pour guérir une blessure, il lui suffit de l'imaginer guérie. Pour obtenir le corps parfait, aucun entraînement n'est requis, juste de l'imagination. Pour utiliser n'importe quel type de magie élémentaire, il imagine simplement qu'il la lance. Il peut invoquer n'importe quelle arme ou artefact simplement en l'imaginant. Cependant, les résultats ne sont pas parfaits. Au début, même une compétence aussi chéatée doit être améliorée. Heureusement, il se retrouve dans le corps d'un étudiant dans une académie de magie, ce qui lui donne amplement le temps de maîtriser son pouvoir. Il peut se préparer correctement à se venger de ceux qui ont causé sa mort dans le passé. Voici ce qui s'est passé alors, ce jour-là, des portails menant à de mystérieux donjons sont soudainement apparus à travers le monde et des monstres dans ces donjons ont commencé à déferler. L'humanité était impuissante face à ces créatures. Et les seuls capables de les arrêter étaient ceux qui avaient éveillé des capacités magiques. Parmi ces personnes se trouvent les chercheurs d'or. Un groupe de personnes particulièrement puissantes qui ont travaillé pour protéger le monde des monstres les plus forts. Ce sont Ingolf von Dietz, Claudia Borjo, Nathaniel Cavell, Iwako Hideki et Léa Ruoxia. Ces 5 héros utilisent leur pouvoir pour vaincre tout monstre qui met le pied dans le monde humain. Mais ils n'ont pas toujours à cœur les meilleurs intérêts du reste de la population humaine. Alors qu'un civil se fait coincer par l'un des monstres, Ingolf ordonne à Claudia d'aller aider les victimes. Mais elle ne se soucie pas assez d'eux pour bouger. On dirait que l'homme est sur le point d'être capturé par un ogre. Mais le visage du monstre est défoncé par le dernier membre et le chef des chercheurs d'or. Misato Kiyoshiro sourit en disant à tout le monde qu'il s'occupera du reste des monstres tout seul. Il s'élance après s'être assuré que tout le monde va bien. Et charge une grande explosion d'énergie dans sa main, l'utilisant pour charger à travers les monstres comme une boule de démolition humaine et les éliminer immédiatement. Les autres ne peuvent qu'observer avec admiration alors qu'il élimine l'énorme horde de monstres tout seul. Mais on s'attendait à ce qu'il soit aussi fort après tout, avec sa magie temporelle, il peut voir l'avenir. Et il sait toujours ce que le monstre fera ensuite. À ce niveau de force, Misato Kiyoshiro n'est plus humain. L'armée de monstres gît morte dans les rues. Et Misato Kiyoshiro affronte le dernier monstre. Il tombe aussi facilement que les autres. Et Misato Kiyoshiro se détend enfin maintenant qu'il a pu protéger la paix du peuple. Tout ce qu'il lui reste à faire est de sceller le portail pour qu'aucun autre monstre ne puisse passer. Au moment où il scelle le portail, une explosion l'envoie voler dans le donjon, le piégeant derrière son propre sceau. Ses 5 coéquipiers le regardent de l'extérieur du donjon sans s'en soucier. Même avec ses capacités temporelles. Il n'a jamais vu un avenir comme celui-ci auparavant. Il s'approche du sceau et leur demande s'ils étaient tous complices de cet horrible plan. Et pourquoi il lui ferait une chose pareille? La réponse est évidente pour eux, c'est parce que son besoin de s'assurer que tout le monde est en sécurité a continué de mettre son équipe en danger. Il est devenu un monstre de niveau 100 qui peut utiliser la magie d'attributs temporels, tandis que le reste de son équipe voulait juste gagner de l'argent. Maintenant, ils en ont marre de lui. Et il est temps pour eux de l'enfermer. Afin qu'il puisse se concentrer davantage sur la conquête du monde que sur le bien-être des gens. Sur ce, l'équipe s'éloigne, se moquant de l'homme qui est sur le point de mourir. Misato Kiyoshiro frappe le sceau en demandant à être secouru. Mais il ne lui accorde même pas un autre regard en s'éloignant. Il n'arrive pas à croire qu'il le trahirait pour des raisons aussi égoïstes. Surtout que tous ses efforts visaient simplement à protéger le monde des monstres. Il ne comprend pas pourquoi il lui ferait ça après tout ce qu'ils ont traversé et il n'a pas le temps de le comprendre non plus. Alors que les monstres du donjon commencent à remarquer qu'il est piégé dans le donjon et commencent à venir le chercher, Misato Kiyoshiro se tourne instinctivement pour les combattre. Mais il est accueilli par un mur massif de monstres affamés et puissants. Il utilise sa vision du futur pour essayer de trouver l'avenir. Où il peut survivre à cela, mais chaque avenir se termine par sa mort inévitable. On dirait que son avenir n'existe déjà plus. Et c'est vraiment la fin pour lui. Misato Kiyoshiro ne veut pas mourir comme un lâche cependant. Il se précipite sur les monstres avec un poing doré, déterminé à en abattre autant que possible et à changer l'avenir. Au final, même si des centaines d'entre eux ont été vaincus, des milliers d'entre eux marchent toujours vers lui. Alors qu'il s'agenouille sur le sol avec son propre sang qui s'accumule autour de lui, il réalise qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter la mort.
Mais même s'il va mourir, il s'assurera que les choses ne s'arrêteront pas là. Alors que les monstres s'entassent sur lui. Il essaie désespérément de s'assurer que sa mort ne sera pas vaine. Il charge sa magie d'attributs temporels dans son corps. Avec l'intention de se réincarner et de devenir plus fort. Afin qu'il puisse atteindre le summum de sa puissance une fois réincarné, il essaiera certainement de se venger d'eux pour tout ce qu'ils lui ont fait. Toute la rage et le désespoir dans son corps ne cesseront de croître. Jusqu'au jour où il pourra enfin se venger d'eux. Dans un dernier effort, il active la magie temporelle, baignant toute la zone d'une lumière dorée éclatante. Quand Misato Kiyoshiro rouvre les yeux, il est dans un corps beaucoup plus jeune, dans un endroit différent. Il se lève du lit d'hôpital et se regarde dans le miroir. Ce nouveau corps a un visage plus jeune et des cheveux courts. Et alors qu'il pose sa main sur le miroir, il réalise que la réincarnation a fonctionné comme il l'avait prévu. Pour l'instant, il semble être dans un hôpital. Mais l'endroit contient des médicaments qu'il ne connaît pas. Cela doit faire plusieurs années que l'incident s'est produit. Et il espère juste que ça ne fait pas trop longtemps. Afin qu'il puisse toujours se venger des personnes qui l'ont trahi. Sur une table à côté du lit, il trouve une carte d'étudiant qui devait appartenir à l'ancien propriétaire du corps qu'il utilise maintenant. D'après la date sur la carte, il peut dire que cela fait au moins 20 ans que l'incident s'est produit. Ce qui signifie qu'il devrait encore avoir le temps de les retrouver. Le nom de l'étudiant est Azeki Yosuke et il possède l'attribut du vide au niveau 1. En voyant cet attribut, Misato Kiyoshiro se met à rire maniaquement. Car dans sa vie antérieure, il était craint par ses camarades pour être le plus fort grâce à son attribut temporel. Mais au fur et à mesure qu'il s'améliorait, il réalisa qu'il ne pouvait pas devenir plus fort. C'est parce que même si sa clairvoyance était capable de tout voir du monde, même lui ne pouvait pas voir la véritable profondeur du pouvoir des attributs du vide. Mais maintenant, ce corps qu'il possède a ce pouvoir mystérieux. Misato Kiyoshiro le plaint. C'est parce que l'attribut du vide est si rare et inexploré que personne ne sait comment l'entraîner. C'est probablement aussi pourquoi le garçon est toujours au niveau 1. Il a probablement aussi été moqué plusieurs fois pour n'avoir aucun attribut. Bien qu'il possède sans le savoir le plus puissant. Maintenant qu'il connaît la situation dans laquelle il se trouve. Misato Kiyoshiro fait une promesse au garçon disparu depuis longtemps. Qu'il fera connaître son nom dans le monde entier comme l'aventurier le plus fort qui ait jamais vécu. Grâce à sa capacité de clairvoyance. Misato Kiyoshiro sait comment entraîner l'attribut du vide et, avec ce pouvoir, il deviendra le plus fort du monde une fois qu'il aura entraîné ce corps faible de niveau 1 à quelque chose de vraiment puissant. Alors il s'assurera que les traîtres de sa vie passée regretteront de l'avoir trahi. Et d'avoir causé sa mort. Afin de se venger d'eux, Misato Kiyoshiro devra faire passer ce gamin au niveau 1. Il était certainement plus puissant que dans sa vie passée. Mais maintenant, il n'est qu'un adolescent. L'attribut du vide, comme son nom l'indique, est un type de magie lié au contrôle du néant. La capacité permet à l'utilisateur de projeter librement son imagination dans la réalité. Tout le monde est capable d'imaginer des choses. Mais transformer cette imagination en réalité est là où réside la difficulté. Heureusement pour Misato Kiyoshiro, ce corps qu'il a repris est gravement blessé. Cela signifie qu'il peut pratiquer ses nouvelles capacités en se soignant lui-même. Tout ce qu'il a à faire est d'appliquer l'image qu'il a dans son esprit à son corps et de se visualiser en train de guérir lentement ses blessures. S'il se concentre, il peut imaginer chaque cellule de son corps se faire restaurer par la magie. Lentement, alors qu'il applique la magie à son bras en premier, l'énorme Ekimos commence lentement à se guérir. Ce n'est qu'un lancement rudimentaire pour l'instant, donc la vitesse de récupération n'est pas excellente et il peut dire que l'intérieur du bras n'est pas complètement guéri, mais c'est quand même un progrès très prometteur. S'il continue à utiliser la capacité pour guérir toutes ses blessures, son niveau augmentera lentement avec le temps. La capacité de convertir l'imagination en réalité s'améliorera également avec le temps à mesure qu'il continuera à l'utiliser. Au fur et à mesure qu'il montera de niveau, cela augmentera également la portée du type d'image qu'il peut convertir en réalité. Grâce à ce développement constant, il peut créer de nombreux types de choses différents. Et alors il finira par être capable d'utiliser de nombreux types de magie différents. Cela arrivera même au point où l'image que l'utilisateur crée dans son esprit pourra être créée parfaitement dans la réalité. Alors qu'il pense aux applications potentielles de ces nouvelles capacités. Un médecin entre en trompe dans la pièce et est choqué de le voir enfin réveillé. Misato Kiyoshiro essaie de se lever,
mais le médecin lui dit de s'asseoir car il a été gravement blessé après avoir été attaqué par un monstre. C'est la première fois que Misato Kiyoshiro entend ce qui est arrivé à l'ancien propriétaire de son corps. Ça devait être vraiment grave parce que le médecin est choqué qu'il se soit réveillé. Il pense que le miracle doit être grâce à la bénédiction de la sainte. C'est la première fois que Misato Kiyoshiro entend le mot « sainte ». Mais pour le médecin, c'est une connaissance commune. Et il est choqué que Misato Kiyoshiro ne la connaisse pas. Elle est connue comme la sainte des saints du pentagramme. Mais Misato Kiyoshiro ne sait pas non plus ce que c'est. Le médecin attribue simplement son manque de connaissances de base au fait qu'il vient de reprendre conscience après avoir subi de graves blessures. Pour l'instant, il change de sujet pour faire passer un examen approfondi à Misato Kiyoshiro. Alors qu'il quitte Misato Kiyoshiro, il n'arrive pas à se sortir de la tête ces saints pentagrammes. Peut-être font-ils partie des clans ou des aventuriers apparus ces 20 dernières années. Tout en se concentrant sur l'augmentation de son niveau, il doit aussi comprendre ce qui a changé au cours des 2 dernières décennies. Il prend une télécommande sur la table de chevet et se met sur une chaîne d'information. Par coïncidence, il diffuse une émission spéciale sur la catastrophe du donjon de classe Triple S qui s'est produite il y a 20 ans. C'est exactement ce dont il a besoin comme information. Et il a besoin de savoir ce qui s'est passé après sa trahison. L'émission annonce que le coupable de la catastrophe était le chef des Golden Seekers. Misato Kiyoshiro lui-même. Misato Kiyoshiro saute du lit, choqué, en voyant son propre visage placardé sur l'écran de télévision. Il n'a aucune idée de ce dont il parle et continue d'écouter. Apparemment, la nouvelle qui a circulé était qu'il avait prédit la catastrophe imminente, mais avait refusé d'en parler à qui que ce soit. Au lieu de cela, il prévoyait de profiter du chaos imminent qui allait balayer le monde afin de prendre le pouvoir et de le gouverner. Pour l'arrêter, les autres membres des Golden Seekers se sont réunis et l'ont combattu pour empêcher que cela ne se produise. Après avoir vaincu Misato Kiyoshiro, les membres restants des Golden Seekers se sont renommés les Saints Pentagrammes. Et après une bataille acharnée, ils ont scellé le donjon et sauvé le monde. Cette fausse vérité est maintenant une connaissance commune que le monde entier connaît. Et les Saints Pentagrammes ont continué à diriger le monde dans de nombreux domaines différents. Misato Kiyoshiro éteint le journal télévisé et regarde par la fenêtre, choqué. Le choc se transforme en un rire incontrôlable lorsqu'il comprend ce qui s'est passé pendant son absence. Non seulement ils l'ont trahi, mais ils ont aussi traîné son nom et sa dignité dans la boue. Ils l'ont sacrifié et ont récolté sans vergogne les fruits de leur trahison. Maintenant, ils sont salués par le monde entier comme des héros. Alors qu'il ronge son frein avec cette nouvelle, il ne va certainement pas leur pardonner. Maintenant, il doit s'assurer qu'ils aillent tous en enfer, un par un. Mais il doit se calmer avant de dépasser les bornes. Après tout, il ne peut pas se faire repérer par eux. Comme il est bien trop faible pour les affronter dans son état actuel, la première chose qu'il doit déterminer, c'est où il se trouve et comment il peut les atteindre. Il prend le téléphone du garçon et le parcourt pour savoir dans quelle académie il étudie. Comme il le pensait, il fréquente l'académie d'entraînement des aventuriers de Tokyo, qui est dirigée par l'un des Saints Pentagrammes, Iwako Hideki. Il vient de se réveiller. Et maintenant, il a déjà localisé l'un des saints si facilement. Iwako Hideki est un homme prudent, cependant, et ce n'est pas le genre de personne qui montrerait facilement ses faiblesses. En plus de cela, la différence de niveau entre eux est tout simplement trop grande. Le battre dans son état actuel est pratiquement impossible. Pour l'instant, il doit se concentrer sur l'augmentation de ses niveaux et devenir plus fort. Il ne peut rien faire au niveau 1, mais une fois qu'il aura atteint un niveau acceptable. Alors il s'assurera qu'Iwako Hideki soit la première cible. Quelques semaines passent et finalement Misato Kiyoshiro est complètement rétabli et se prépare à sortir de l'hôpital. Le médecin n'arrive pas à croire qu'il ait eu un rétablissement aussi rapide. Malgré la gravité de ses blessures, il commence à penser que Misato Kiyoshiro a de nouveau été béni par la sainte. Mais notre MC l'interrompt avant qu'il ne puisse terminer cette phrase. Il veut que le médecin sache avec certitude que tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, c'est grâce à son propre pouvoir. Sur ce, il quitte l'hôpital, disant adieu au médecin pour la dernière fois en sortant. Maintenant qu'il a terminé la préparation de base de son plan, il est prêt à passer à la vitesse supérieure. Il a également réussi à élever son niveau jusqu'à 27. Il est temps pour lui de s'échauffer et de tester ses nouvelles capacités en se rendant dans un donjon. Avant de quitter l'hôpital, il a appris du médecin que toute la famille d'Azeki Yosuke était décédée dans un accident.
C'est tragique pour Ase Kiyosuke, mais pour Misato Kiyoshiro. Cela facilite tellement les choses, car cela signifie qu'il peut faire ce qu'il veut et qu'il n'a pas à s'inquiéter que quiconque remette ses actions en question. Dès qu'il sort de l'hôpital, il se dirige vers la porte du donjon la plus proche pour commencer sa première aventure. Il doit s'assurer qu'il monte de niveau et qu'il devient plus fort le plus rapidement possible. Maintenant qu'il a augmenté son niveau en se soignant, il est temps pour lui de tester ses nouvelles compétences en combat réel. Il se dirige vers le stand près de la porte où l'agent de sécurité accorde la permission d'entrer. Et il montre sa carte d'étudiant. Le garde lui prend la main pour l'empêcher de continuer vers la porte. Il s'inquiète de ce que Misato Kiyoshiro entre dans le donjon, car il n'est qu'au niveau 27 et ce donjon est généralement un endroit où les aventuriers doivent être au moins au niveau 30 pour former des groupes et entrer dans le donjon. Malgré les réglementations strictes, Misato Kiyoshiro prévoit d'entrer seul dans le donjon. Ce qui, pour le garde, équivaut essentiellement à un suicide. Ce serait vrai pour n'importe qui avec une classe normale. Mais Misato Kiyoshiro est un étudiant de l'Académie d'entraînement des aventuriers de Tokyo et cela devrait lui donner des autorisations spéciales pour entrer dans cet endroit. Malgré le danger, tant qu'il signe un formulaire de consentement, il devrait pouvoir entrer sans aucune restriction. Il savait que quelque chose comme ça arriverait quand il s'est approché de la porte du donjon. Alors, il a consulté les privilèges spéciaux dont il bénéficie en tant qu'étudiant de l'école. Et c'est l'un des nombreux cas où le garde n'a pas d'autre choix que de le laisser passer. Mais cela ne change rien au fait qu'il est inquiet. Des voix l'interpellent de l'autre côté de l'enceinte. Un groupe de jeunes à l'air louche dit à Misato Kiyoshiro que le garde s'inquiète juste pour lui, donc il ne devrait pas le prendre à cœur. Après tout, il n'est qu'un étudiant faible qui n'a même pas encore obtenu son diplôme de l'académie, donc il devrait connaître sa place. Misato Kiyoshiro leur jette juste un coup d'œil avant de se retourner et de demander au garde où il est censé signer. Il signait par entrer dans le donjon après avoir confirmé qu'il ne devrait plus y avoir de problème. Le garde regarde notre MC partir, puis interpelle les jeunes de tout à l'heure et leur dit d'aller dans le donjon et de suivre Misato Kiyoshiro. Il n'arrive pas à se faire à l'idée que laisser un gamin entrer là-dedans sans protection, c'est pratiquement du suicide. Au début, ils essaient de discuter avec le garde car ils ne sont pas prêts à risquer leur peau pour quelqu'un qu'ils connaissent à peine. Mais le chef parmi eux empêche ses amis de faire des histoires. Cela pourrait finir par être une bonne chose pour eux si personne ne les surveille à l'intérieur du donjon. Alors ils peuvent y aller et faire ce qu'ils veulent, même si quelque chose de terrible devait s'y produire, il n'y aurait pas de problème ni de conséquences. Ses amis comprennent immédiatement ce dont il parle et ils se précipitent joyeusement dans le donjon pour suivre Misato Kiyoshiro. Maintenant, ils peuvent lui faire payer d'être un tel morveux avec eux et d'essayer de s'attaquer à un donjon qui devrait être bien au-dessus de son niveau. Le garde les envoie joyeusement, complètement inconscients de leurs véritables intentions. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, ils tuent les gens qui entrent dans le donjon et ensuite ils mettent ça sur le dos des monstres. Grâce à ça, ils peuvent bien remplir leurs poches et personne n'est au courant de rien. Avec ça en tête, ils continuent de courir après Misato Kiyoshiro. Mais après 10 minutes de course, ils ne l'ont toujours pas rattrapé. Le donjon est un chemin tout droit, il est donc impossible qu'il l'ait perdu. Et à ce stade, ils n'ont aucune idée de comment il a pu aller si loin. Finalement, ils finissent par le rattraper et ils le voient entouré d'un mur de monstres. Au début, ils pensent qu'ils n'auront pas à le tuer après tout et que les monstres s'occuperont de lui à leur place. Mais Misato Kiyoshiro leur prouve qu'ils ont tort en utilisant de la magie de feu combinée à de la magie du vent pour tuer tous les monstres en quelques secondes. Ils sont choqués par le fait qu'il ait réussi à tuer autant de monstres de rang et d'un coup, mais ils sont aussi plus intéressés par les énormes butins qui proviennent des monstres. S'ils vendent ce butin, ils peuvent vivre confortablement pendant au moins 6 mois. Misato Kiyoshiro leur tourne toujours le dos, donc ils pensent qu'il ne les a pas encore remarqués. C'est le moment idéal pour lancer une attaque et le tuer afin qu'ils puissent obtenir le butin rare. Les trois passent à l'action et l'entourent, puis d'un seul coup, ils déchaînent leur magie sur lui. Misato Kiyoshiro finit par se retourner et leur accorder son attention. Esquivant habilement toutes leurs attaques sans perdre une seconde, il est déjà habitué à ce genre de choses de sa vie passée. Peu importe l'époque, il y a toujours des ordures qui essaient de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Puisqu'il a esquivé toutes leurs attaques à longue portée. L'un d'eux charge une boule de feu et s'approche pour abattre Misato Kiyoshiro avec un coup de poing magiquement amélioré. Misato Kiyoshiro est cependant plus rapide et charge son poing avec de la glace.
qu'il utilise pour frapper l'attaquant en plein estomac et le renvoyer voler vers ses amis. Le voyou est abattu en une seconde et laissé pourrir à l'arrière. Alors que Misato Kiyoshiro se tourne et s'approche du reste qui se recroqueville maintenant de peur. Dans cette nouvelle vie, il ne sera pas aussi miséricordieux qu'avant, il prévoit d'écraser tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et ensuite, de les utiliser comme tremplin pour atteindre son prochain objectif. Sans hésitation, tout ce qu'il fera à partir de maintenant est uniquement pour sa vengeance. Les voyous étant éliminés, Misato Kiyoshiro quitte le donjon complètement indemne, mais la disparition des garçons amène un professeur de l'académie à venir vérifier ce qui s'est passé. L'homme est un subordonné d'Iwako Hideki Yoshitsuda. Et il a appris qu'un de ses élèves est entré seul dans le donjon. Au lieu de trouver son élève en difficulté cependant, il trouve plutôt 3 aventuriers chasseurs novices gisant morts sur le sol, mais il n'y a aucun indice pour expliquer ce qui s'est passé dans le donjon. De retour avec Misato Kiyoshiro, il regarde ses nouvelles statistiques maintenant qu'il a réussi à terminer le donjon. Grâce à la réussite du donjon de Randé, il a pu monter de niveau et tester sa magie du vide en même temps. Maintenant, il a gagné un nouveau sort appelé obscurcissement d'informations qui lui permet non seulement de masquer son niveau, mais aussi d'effacer ses enregistrements d'entrée dans le donjon. Grâce à ça, il peut effacer tous les indices du donjon de Randé qui pourraient remonter jusqu'à lui. Maintenant qu'il est passé à autre chose, demain est son premier jour à l'académie. Et il doit s'y préparer. Il jette un coup d'œil au téléphone d'Azeki Yosuke et voit des messages non lus de personnes qui l'intimident clairement et lui extorquent de l'argent par la violence. Cela explique parfaitement ce qu'Azeki Yosuke a vécu et comment il s'est retrouvé dans cet état pitoyable. Le lendemain, il se rend à l'école et, alors qu'il franchit la porte d'entrée, il est accueilli par une jolie fille qui semble le connaître. C'est sa camarade de classe, Asahi Karen. Et elle accourt pour lui demander comment il va après son hospitalisation. On dirait que malgré ses difficultés, Azeki Yosuke avait des gens qui s'inquiétaient pour lui. Pendant qu'ils discutent, une bande de brutes vient confronter Azeki Yosuke. Ils se moquent de lui parce qu'il n'a pas d'attribut. Et ils sont clairement conscients du fait qu'il a échappé de peu à la mort. Ce sont très probablement les personnes qui lui envoyaient des messages de menaces la nuit précédente. Le chef des brutes s'avance et exige qu'Azeki Yosuke paie pour qu'ils aient toujours à le protéger. Et il est clair que cela va mener à une bagarre. Karen se met devant lui et essaie d'arrêter les brutes. Elle leur rappelle qu'Azeki Yosuke vient de sortir de l'hôpital, bien qu'elle essaie d'être courageuse pour lui. Ses mains tremblantes sont un signe évident qu'elle est terrifiée. Notre MC le remarque et se met devant elle, lui assurant qu'il ira bien. Les brutes se moquent de lui, pensant qu'il essaie juste de faire le beau devant une fille. Puisqu'il est si désireux de se montrer, les brutes sont plus qu'heureuses de lui rappeler sa place dans l'école. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas encore réalisé que la hiérarchie a changé. Depuis que Misato Kiyoshiro a pris le contrôle, il a fait une promesse au garçon dont il a pris le corps, il fera connaître son nom dans le monde entier. En tant que l'aventurier le plus fort. Et Misato Kiyoshiro se considère comme une personne qui tient parole. Il provoque la première brute, et ça marche incroyablement bien, le poussant à lancer un sort en direction de Misato Kiyoshiro. Utiliser la magie en dehors des donjons et contre le règlement de l'école. Mais il semble que les brutes s'en fichent. Ils doivent montrer à Misato Kiyoshiro qu'il a tort de sortir des rangs quand ils n'ont pas d'attribut. Il lance une boule de feu sur notre MC, et Misato Kiyoshiro lui renvoie l'appareil. Contrant son attaque avec une boule de feu encore plus grosse. Les deux attaques s'entrechoquent, entraînant une énorme explosion. Pendant ce temps, les brutes se demandent quand Azeki Yosuke a acquis la capacité d'utiliser une boule de feu. Misato Kiyoshiro est à peine affecté par les attaques plus faibles. Et la brute dit à ses amis d'arrêter de rester là comme des PNJ et de faire quelque chose. Les deux lancent des attaques de vent et d'eau vers Misato Kiyoshiro. Mais comme avec leur chef, Misato Kiyoshiro contre les deux attaques avec des attaques similaires à plus grande échelle. Ils ont du mal à croire que quelqu'un qui n'avait pas d'attribut il n'y a pas si longtemps utilise maintenant plusieurs attributs magiques à la fois. C'est un pouvoir dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant, mais ce n'est que le début. Misato Kiyoshiro n'a fait qu'utiliser leur propre pouvoir pour annuler leurs attaques. Mais maintenant, c'est à son tour de passer à l'offensive. Il charge une énorme boule de feu derrière lui pour les intimider. Et sa taille les fait fuir de peur. Alors qu'il s'avance vers eux, Misato Kiyoshiro attrape le plus proche, qui crie à l'aide alors qu'il essaie de s'enfuir.
Puis il demande au garçon s'il a apporté de l'aide à Azeki Yosuke quand il en avait besoin. Sans attendre d'entendre la réponse du garçon, il l'attrape par le visage et le soulève tout en chargeant une énorme boule de feu dans son poing. Il sait qu'il n'est pas nécessaire d'entendre ce que le type a à dire, car les gens comme lui finissent toujours par dire les mêmes choses de toute façon. C'est pourquoi, quoi qu'ils finissent par raconter, cela n'empêchera pas le poing de Misato Kiyoshiro de s'écraser sur son visage. Avec ça, il assène un coup massif au garçon, l'envoyant voler en arrière et le laissant inconscient dans la cour de l'académie. Karen a du mal à croire que c'est le même Azeki Yosuke qu'avant. Mais il est évident que quelque chose en lui a changé. Désormais, Azeki Yosuke ne sera plus quelqu'un qui se fera harceler par des inconnus. Il va commencer à suivre le chemin pour devenir l'aventurier le plus fort. Maintenant qu'ils ont vu à quel point Misato Kiyoshiro est puissant, les brutes commencent à supplier désespérément pour leur vie. Ils portent leur ami tombé et s'éloignent en boitant de la cour. Toujours choqués par le fait qu'Azeki Yosuke semble être devenu une personne complètement différente. Après être sorti de l'hôpital, Misato Kiyoshiro soupire de déception. Après tout ce qu'il a dit, la brute s'avère ne pas être à la hauteur de sa réputation. Il entre dans l'école avec Karen. Et il est clair que tous les élèves ont vu ce qu'il a fait dans la cour. Ils le fixent tous et chuchotent entre eux pendant qu'il passe. Misato Kiyoshiro remarque les escaliers et se demande s'il s'est trop fait remarquer en se montrant ainsi. Alors qu'il marche avec Karen, quelqu'un essaie de se frayer un chemin à travers la foule pour l'atteindre avant qu'il ne puisse entrer dans sa classe. C'est Iwashi Tsuda. Et il s'approche d'Azeki Yosuke pour lui poser quelques questions avant le cours. Azeki Yosuke n'a aucune idée de qui est ce type, mais il a l'air d'être un élève de classe supérieure. Ce serait certainement une corvée de s'occuper de lui, et il décide de rejeter l'invitation à discuter. Il se retourne et dit qu'ils ne peuvent pas parler maintenant car le cours est sur le point de commencer. Mais Yoichi ne va pas accepter un non comme réponse. Il se présente comme le chef de Mordre le chat, qui est un clan que le principal Iwako Hideki a créé pour l'école. Cela attire immédiatement l'attention d'Azeki Yosuke. Et sa main se fige alors qu'il s'apprête à ouvrir la porte, voyant qu'il a attiré l'attention de notre protagoniste. Il demande à nouveau si Azeki Yosuke serait disposé à discuter brièvement et à lui accorder un peu de son temps, étant donné que le contexte a changé. Azeki Yosuke accepte volontiers de discuter avec son aîné. Il trouve un endroit isolé pour discuter et Yoichi en vient directement au fait. Il demande à Azeki Yosuke s'il est celui qui a vaincu les aventuriers qui ont été retrouvés morts dans le donjon de Randé. Le protagoniste fait l'innocent. Mais intérieurement, il se demande comment l'information qu'il a spécialement dissimulée a pu fuiter. Yuichi dit qu'il a entendu dire par le personnel qu'un étudiant de son académie était entré dans le donjon. Et il est allé enquêter. Et à l'intérieur du donjon, il a trouvé les corps des criminels tristement célèbres connus pour chasser les novices. De plus, il n'y a même pas 10 minutes, Azeki Yosuke a utilisé plusieurs attributs pour combattre ses camarades étudiants. Bien que tout cela soit vrai, la façon dont Iwashi présente ses preuves signifie qu'il ne connaît pas vraiment les spécificités de la magie de notre protagoniste. Et il n'a pas non plus la preuve que c'est vraiment lui qui a éliminé ces aventuriers novices. Iwashi devient plus agressif et ordonne à Kyosuke de cracher le morceau et d'admettre ce qu'il a fait, mais notre protagoniste reste calme et lui dit que ce matin, il n'a fait qu'agir en état de légitime défense. Donc, il ne sait pas tout ce qui s'est passé. Puis il fouille dans sa veste et sort la carte d'étudiant qu'il a modifiée pour afficher un faux niveau. La carte d'identité indique qu'il n'est que de niveau 1, ce qui signifie qu'il ne peut pas être assez fort pour faire toutes les choses dont on l'accuse. De plus, il possède également l'attribut du vide, qui est bien connu pour être un attribut inutile qui pourrait tout aussi bien signifier que vous n'avez pas de magie. Le fait qu'Azeki Yosuke ne soit qu'un inconnu et qu'il fasse perdre son temps à Yoichi le met en colère et il se tourne pour partir, s'excusant de l'avoir appelé pour rien. Avant de partir, il avertit Azeki Yosuke d'éviter d'agir de manière suspecte afin de ne pas causer de problème à ses aînés. Azeki Yosuke regarde l'aîné partir avec un sourire. Il semble qu'il ait trouvé quelqu'un qui pourrait être bénéfique à ses projets futurs. S'il met Yoichi sous sa coupe, alors l'aîné pourra approcher Iwako Hideki sans que le principal ne se méfie. La prochaine chose qu'il doit faire est de trouver un moyen de faire de Yoichi son pion. C'est le moment idéal pour lui de tester un sort expérimental qu'il concocte depuis un certain temps. Pendant ce temps, Iwashi arrive à rencontrer le principal Iwako Hideki pour faire un rapport d'incident sur ce qui s'est passé dans le donjon de Randé.
Iwako Hideki écoute silencieusement avant de rappeler à Iwashi qu'il est inhabituel pour lui de faire des erreurs. Il a averti son subordonné à plusieurs reprises qu'il devait faire attention à qui il choisissait d'utiliser. Iwashi s'excuse pour ses erreurs et s'incline devant le principal, promettant d'essayer de calmer la situation dès que possible. Iwako Hideki s'approche de son subordonné alors qu'il continue de s'incliner et lui rappelle que s'il devient connu qu'il a travaillé avec des aventuriers qui chassent les novices, alors le contre-coup atteindra également le principal qui est un saint pentagramme. Puis il saisit l'étudiant par le visage et lui dit que s'il continue à faire des erreurs comme celle-ci, alors il sera jeté en un clin d'œil. Yuichi baisse la tête et dit à l'homme plus âgé qu'il comprend. À l'extérieur, il semble poli et soumis. Mais à l'intérieur, Iwashi bouillonne du fait qu'il doit traiter avec ce vieil homme. S'il avait su que les choses finiraient ainsi, alors il aurait essayé de soutirer plus d'argent de silence aux chasseurs de novices. Maintenant que les choses importantes ont été discutées, Iwako Hideki ne croit toujours pas pleinement l'histoire de Yoshi. Selon le rapport qu'il a donné, l'étudiant qui a causé tout ce gâchis devrait au moins être un étudiant de 3e année. Mais il n'y a pas d'étudiant de 3e année qui soit entré dans le donjon récemment selon les registres. Ce que Iwako Hideki soupçonne, c'est qu'un monstre a vaincu le groupe pendant qu'ils étaient occupés à chasser les novices. Et maintenant, Yoichi essaie désespérément de le dissimuler plutôt que de penser que l'un des étudiants de l'académie est capable de battre des chasseurs de novices par lui-même. Il est plus réaliste de penser que Yoichi ment juste pour sauver la face. La seule façon pour Iwako Hideki de se tromper est si quelque chose d'inhabituel s'est produit. Yoichi se souvient immédiatement de l'étudiant avec l'attribut du vide de plus tôt. Il demande à Iwako Hideki s'il est possible qu'un attribut unique soit impliqué dans ce gâchis. Bien que ce soit plausible, c'est aussi très improbable et Iwako Hideki n'y croit pas. Yoichi a entendu ce qu'il avait besoin de savoir. Et il dit au principal de lui laisser faire, il découvrira la cause profonde de l'affaire et s'en occupera rapidement. Et il sait qu'Ase Kiyosuke est l'endroit où il doit commencer. Le lendemain, un groupe d'étudiants suit un cours d'entraînement dans un donjon. Ils déchaînent tous leur magie sur les monstres dans le donjon. Mais certains d'entre eux sont beaucoup trop forts et sautent par-dessus les étudiants pour les attaquer. Les étudiants s'enfuient désespérément alors que Yoichi les dépasse en courant et fait exploser le monstre dans le dos avec une magie puissante, le faisant tomber au sol. Il dit calmement aux étudiants de ne pas rompre la formation et de rester calmes et ordonnés. Les étudiants s'émerveillent de la façon dont Yoichi est incroyable. Et ils ne sont pas choqués par le fait qu'il ait été choisi par le principal Iwako Hideki pour diriger. Mordre le chat maintenant que tous les monstres de la zone ont été éliminés. Il laisse le reste du nettoyage du donjon aux étudiants. Et s'en va régler une affaire personnelle maintenant que les urgences sont gérées. Il est temps pour lui de faire ce pourquoi il est vraiment venu ici. Il sort un bijou de sa poche et l'active pour révéler la position actuelle d'Ase Kiyosuke. Les chaînes brillent un instant puis pointent une direction beaucoup plus profonde dans le donjon, loin des autres étudiants. C'est bien ce que Yoshi pensait, il y a définitivement quelque chose d'étrange avec Ase Kiyosuke et il est déterminé à savoir ce qui se passe, c'est bien mieux pour lui de toute façon. Puisque personne ne s'étonnerait de la mort d'un étudiant qui s'est éloigné du groupe. Il dira simplement à tout le monde qu'il a trouvé Ase Kiyosuke déjà mort, plus profondément dans le donjon. De toute façon, des tragédies comme celle-ci sont courantes dans les donjons et il n'en perdra pas le sommeil. Plus Yoichi pense à cet étudiant étrange, plus il est sûr qu'il y a quelque chose qu'il doit comprendre en premier. Il y a eu l'incident avec les chasseurs novices. Et après ça, ce n'était que des ennuis après sa sortie de l'hôpital. Les garçons qu'Ase Kiyosuke a battus ont également raconté une histoire plutôt intéressante qu'il veut connaître plus en détail. Quand il les a interrogés, ils ont imploré son pardon et ont affirmé que le garçon sans attribut les avait tous affrontés en même temps. Et a même utilisé plusieurs types de magie pour les attaquer. Non seulement ça, même après avoir utilisé le même type de magie qu'eux. Il a aussi créé une immense flamme comme il n'en avait jamais vu auparavant. Toute cette histoire est bien trop irréaliste pour que Yoichi la croie et il est presque certain qu'il mente. Une fois qu'il a fini de demander aux garçons ce qu'il avait besoin de savoir, il les a laissés tranquilles, mais pas avant d'avoir dit à ses subordonnés de les rééduquer. Et de s'assurer qu'ils comprennent que l'académie n'a aucune utilité pour les faibles qui perdent contre des gens incompétents. Il s'éloigne tandis que les garçons implorent sa pitié, mais la décision a été prise. Et il n'a pas l'intention de changer d'avis. L'un des brutes prend la parole avant qu'il ne puisse quitter la pièce. C'est celui qui a été le plus violemment battu.
Et c'est le même à qui Azeki Yosuke a donné un coup de poing dévastateur chargé de feu. Il avertit Yoichi qu'Azeki Yosuke a depuis longtemps cessé d'être humain. Et qu'il possède un tout autre niveau de puissance. La peur dans ses yeux n'est certainement pas quelque chose qui peut être simulé. Et juste pour être sûr, Yoichi a placé Azeki Yosuke dans une classe spéciale animée par Beating the Cat. Au lieu de montrer toutes les choses que les garçons ont affirmées. Il a juste créé quelques illusions puissantes, ce qui n'est pas aussi impressionnant que ce qu'il prétendait qu'il pouvait faire. Il est plus probable qu'Azeki Yosuke ait utilisé une sorte d'objet magique pendant leur combat. Et qu'il n'est qu'un faible sans attribut qui n'a pas besoin d'attention. Il est également sûr que notre MC a dû utiliser une méthode sournoise pour s'occuper des chasseurs novices aussi. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans le donjon, il commence à remarquer des cadavres de monstres éparpillés dans la zone. Ces monstres ont très probablement été vaincus par Azeki Yosuke et il semble qu'ils aient été vaincus d'un seul coup de feu. Voir les preuves juste devant lui fait penser à Yoichi que peut-être que ces garçons n'exagéraient pas tant que ça après tout. Mais le niveau de puissance qu'il voit n'est toujours pas un gros problème pour lui et il continue à s'enfoncer plus profondément dans le donjon pour trouver sa cible. Même Iwako Hideki, l'abandonné de Pentagram, pourrait sûrement faire quelque chose à ce niveau de puissance. En parlant d'Iwako Hideki, Yoichi est forcé de faire ce qu'il dit pour l'instant, mais un jour, le chef de Beating the Cat prévoit de surpasser le vieil homme et de prendre sa place en tant que l'un des saints de Pentagram lui-même. À partir de là, il pourra aller jusqu'à gouverner le monde. Rien que d'y penser le fait rire de façon maniaque. Cela mis à part, il ne doit laisser personne découvrir sa connexion avec les chasseurs novices. Azeki Yosuke est aussi une autre épine dans son pied qui est susceptible de causer plus de problèmes à l'avenir. Pour s'assurer que de petits accidents ne viennent pas affecter son grand plan, il doit s'assurer qu'Azeki Yosuke est pris en charge dès que possible. Les chaînes le mènent à une partie du donjon en cul-de-sac. Et il est sûr que sa cible devrait être juste au coin. Il atteint la pièce et tourne au coin, se demandant bien ce qu'Azeki Yosuke pourrait faire dans un endroit comme celui-ci. Ses réponses sont bientôt répondues. Alors qu'il voit l'étudiant se reposer calmement sur un tas de cadavres de monstres. Comme s'il attendait Yoichi. Au moment où il tourne au coin. Azeki Yosuke le gronde pour être en retard et l'avoir fait attendre. Yoshi a du mal à croire ce qu'il voit. Après tout, sa présence aurait dû être complètement dissimulée. Mais il est clair qu'Azeki Yosuke l'attendait patiemment tout ce temps. Son esprit commence à s'emballer alors qu'il se demande comment Azeki Yosuke a réussi à remarquer sa présence. Mais notre MC répète parfaitement ses pensées. Avant même qu'il puisse finir de les penser. En plus d'être puissant à des degrés inconnus, il semble que notre MC puisse même lire les pensées maintenant. C'est un autre problème dont Yoichi doit s'inquiéter. Alors qu'il essaie de comprendre à qui il est confronté, sans raison de se cacher plus longtemps dans le coin. Yoichi sort et demande directement à Azeki Yosuke ce qu'il est exactement. Azeki Yosuke ne répond pas à la question et complimente plutôt Yoichi pour avoir été personnellement choisi par Iwako Hideki. Mais il dit aussi que les pieds ne sont pas quelque chose qu'il devrait considérer comme un gros problème. La façon dont il traquait les novices et leur soutirait de l'argent est un acte lâche, tout comme son mentor Iwako Hideki. C'est quelque chose que personne ne devrait savoir, mais il est clair qu'Azeki Yosuke a parfaitement cerné son aîné. Puis notre protagoniste saute du tas de cadavres pour affronter directement son supérieur. Il sait que Yoichi semble aimer tourmenter les autres. Mais c'est seulement parce qu'il n'a jamais compris ce que ça fait d'être traqué. Maintenant qu'il a décidé de s'en prendre à Azeki Yosuke, notre protagoniste sera plus qu'heureux de lui apprendre ce que ça fait d'être traqué. Et à la fin, il utilisera sa magie pour faire danser Yoichi. Après tout ce qu'il a vu aujourd'hui, Yoichi peut le confirmer lui-même. Azeki Yosuke est devenu quelqu'un d'incroyablement dangereux qu'il ne peut ignorer. Il active une épée avec de la magie de feu et se prépare à combattre le puissant étudiant. Pour le bien de son ambition, il fera de son mieux pour vaincre Azeki Yosuke à tout prix. Sans perdre une seconde, Yoichi s'élance du sol vers notre protagoniste, chargeant vers lui et déclenchant une frappe dévastatrice. Azeki Yosuke l'esquive sans effort et n'est pas du tout impressionné par le faible niveau de compétence de Yoichi. Puis il riposte en chargeant une boule de feu dans sa main et en la renvoyant directement sur Yoichi. L'étudiant senior tranche la flamme avec son épée et il n'est pas non plus impressionné par le niveau de compétence d'Azeki Yosuke. Il est clair que les deux se retiennent l'un contre l'autre et que la bataille ne fait que commencer. Dès que la flamme se dissipe, un éclair jaillit directement vers lui et il parvient à peine à le bloquer avec son épée.
Puis plusieurs pointes acérées jaillissent de la terre sous lui, mais il est capable de les découper en un instant avec quelques coups d'épée précis. Cela confirme qu'Aze Kiyosuke est vraiment capable d'utiliser plusieurs attributs magiques à la fois. Il semble qu'il y ait quelque chose de fou avec sa magie du vide dont il n'a jamais entendu parler pendant qu'il parle. Aze Kiyosuke se précipite derrière lui avec une épée de glace et tente une attaque dans le dos, mais Yoichi est juste assez rapide pour réagir à temps et la bloquer. Soudain, le supérieur est sur la défensive. Et il est repoussé par un Aze Kiyosuke beaucoup plus fort et plus rapide. Maintenant, le chef de « Mort dans le chat » commence à s'irriter. Depuis qu'Aze Kiyosuke est apparu de nulle part, il n'a fait que se mettre en travers des plans de Yoichi. Aze Kiyosuke n'a aucune idée de ce dont il parle puisqu'il ne sait même pas quels sont les plans du supérieur. Son plan est très simple. Un jour, il veut devenir la personne qui surpassera Iwako Hideki. Après cela, il prendra la place d'Iwako Hideki en tant que l'un des saints du pentagramme. Aze Kiyosuke n'a aucune idée de pourquoi il choisirait Iwako Hideki puisqu'il existe d'autres saints du pentagramme. Mais la raison est simple aussi. C'est parce qu'Iwako Hideki est un abandonné des saints du pentagramme. Si Yoichi prévoit de devenir un saint du pentagramme, alors il est logique pour lui de cibler le plus faible et une fois qu'il réussira à en devenir un, alors il gagnera le droit de gouverner le monde. Aze Kiyosuke n'est pas du tout impressionné par ce plan simple et inintéressant. Il pensait que Yoichi avait peut-être atteint Iwako Hideki en premier, mais il semble que le supérieur n'ait qu'une ambition pathétique. Il n'a pas besoin de s'inquiéter qu'une personne aussi insignifiante prenne sa place en tant que personne qui tuera Iwako Hideki. La critique non désirée met Yoichi en colère et il charge notre protagoniste avec une nouvelle vigueur et les deux s'affrontent avec leurs épées respectives. Yoichi veut juste du pouvoir et de l'argent. Et des femmes facilement accessibles dans sa vie. Il veut le genre de pouvoir où, peu importe combien il piétine les autres, personne ne peut rien dire s'il devient un saint du pentagramme. Alors il peut faire ce qu'il veut et il pourrait même mettre la main sur la faiblesse de la sainte et peut-être qu'il pourra aussi la revendiquer. Aze Kiyosuke est fatigué d'entendre les illusions de son adversaire assoiffé de pouvoir. Et il se prépare à mettre fin à cette bataille une fois pour toutes. D'un rapide mouvement de son épée, il envoie Yoichi voler en arrière et la force est suffisante pour briser l'épée du supérieur. En plus de cela, grâce aux divagations insignifiantes de Yoichi, cela a donné à Aze Kiyosuke suffisamment de temps pour préparer un sort magique spécial. Yoichi se recroqueville de peur alors qu'Aze Kiyosuke s'approche et lui dit de danser. Puis il place une paume près du visage de Yoichi, utilisant sa magie du vide pour lancer une hypnose absolue. Le sort nécessite un certain effort pour briser d'abord l'esprit de la cible, mais une fois activé, il permettra à Yoichi d'avoir un contrôle total sur la volonté de son adversaire. Il ordonne à Yoichi de se lever et en un instant, il se lève comme un zombie. Il semble que le sort ait réussi. Et il a réussi à mettre Yoichi sous son contrôle total. Puis il donne à sa nouvelle marionnette l'ordre de se concentrer sur l'achèvement de la mission du donjon pour le bien de la classe. Puis plus tard, il recevra d'autres instructions sur ce qu'il faut faire ensuite. Enfin, Aze Kiyosuke lui dit de revenir à son ton normal puisque son ton actuel est trop robotique. Avec cela, Yoichi revient. Mais il est maintenant entièrement sous le contrôle d'Aze Kiyosuke. Alors que l'homme s'éloigne, Aze Kiyosuke laisse échapper un sourire sournois avant de partir pour rejoindre son groupe. Alors qu'il se ferait un chemin à travers le donjon, il est retrouvé par Karen qui le cherche depuis un moment. Elle s'inquiétait pour lui car il avait soudainement disparu du groupe sans laisser de traces. Aze Kiyosuke affiche son plus beau sourire et s'excuse d'avoir disparu soudainement. Il lui dit qu'il est juste allé parler à Yoichi de quelque chose qui la choque puisqu'elle ne savait pas que lui et Yoichi étaient si proches. Et elle lui demande de quoi il parlait. Il lui répond qu'il discutait juste de comment réaliser leur rêve et qu'il a reçu de bons conseils. Les conseils étaient tellement bons qu'en fait, un de ses rêves s'est déjà réalisé. Leur conversation est interrompue par le groupe d'étudiants qui quittent le donjon. Le cours spécial est sur le point de se terminer et tous les étudiants doivent rejoindre le groupe avant de partir. Karen se retourne pour rejoindre le groupe et dit à Aze Kiyosuke de la suivre. Tout se déroule comme prévu. Et maintenant, il a réussi à acquérir un pion que Iwako Hideki ne soupçonnerait jamais. Yoichi revient faire un rapport sur l'avancement de son enquête concernant la personne qui a attaqué les chasseurs novices. Il raconte à Iwako Hideki que l'étudiant qui a attaqué les chasseurs novices est en fait un étudiant avec un attribut unique, comme il le soupçonnait. Cet étudiant est Aze Kiyosuke. Et c'est un étudiant de première année avec l'attribut du vide.
Iwashi affirme qu'il retient Azeki Yosuke captif à l'endroit de torture habituel. Et il interroge aussi l'étudiant de première année pour lui soutirer des informations. C'est ainsi que l'étudiant a avoué utiliser la magie multi-attribut. Cela attire l'attention d'Iwako Hideki et il demande ce que Iwashi entend par magie multi-attribut. Les détails sont actuellement inconnus. Mais Iwashi demande un peu plus de temps pour découvrir quel secret caché Azeki Yosuke possède. De plus, cela fait un moment que le directeur n'a pas eu de contact direct avec leur victime. Iwashi demande à Iwako Hideki s'il aimerait s'occuper de la torture et de l'interrogatoire de l'étudiant. Ce genre de choses n'est généralement pas quelque chose qui préoccupe Iwako Hideki. Mais juste une fois, ça ne lui ferait pas de mal. Ça fait un moment qu'il n'a pas torturé quelqu'un. Et ce serait une bonne occasion de remercier généreusement le gamin pour tous les problèmes qu'il a causés au directeur. Et à Yoichi. Pendant que les deux discutent, le téléphone d'Iwako Hideki sonne et il dit à Yoichi de partir, lui assurant qu'il ira à l'entrepôt plus tard pour s'en occuper lui-même. Puis l'homme répond au téléphone et est accueilli par une voix féminine moqueuse à l'autre bout du fil. Elle le salue et le remercie d'avoir choisi sa compagnie lors de l'appel d'offres d'hier sur les matériaux. Iwako Hideki n'est pas d'humeur à entendre son ton prétentieux et lui dit d'arrêter son cinéma. La personne à l'autre bout du fil est l'une des saintes du pentagramme. Et l'actuel PDG de la société Léa, Ruoxia. Elle arrête son cinéma comme il le lui a demandé et lui rappelle qu'ils sont tous les deux partenaires puisqu'ils partagent les belles subventions du gouvernement. Iwako Hideki n'est toujours pas d'humeur pour ses moqueries agaçantes et il essaie de mettre fin à la conversation en lui disant qu'il est occupé en ce moment. Et ils peuvent parler un autre jour. Elle lui demande quelles affaires il pourrait bien avoir puisqu'il a un travail facile en tant que dirigeant d'une académie qui remplit constamment ses poches. Il lui parle d'Azeki Yosuke et de son attribut du vide, et cela pique sa curiosité. Elle connaît l'attribut du vide comme un attribut inutile et se demande ce qu'Iwako Hideki veut faire d'un raté comme ça. Il est d'accord avec elle sur le fait que l'attribut du vide ne vaut pas grand-chose. Mais il lui rappelle aussi que tout peut arriver puisque l'attribut du vide est toujours un attribut unique. Il est évident pour elle qu'Iwako Hideki pense toujours à Kuichiro Misato, à la magie de l'attribut du temps de Kiyoshiro. Le directeur n'aime pas entendre le nom de cet homme et lui crie dessus si fort qu'elle doit éloigner le téléphone de son oreille à cause du volume. Iwako Hideki est toujours aussi colérique dès que Misato Kiyoshiro est mentionné, mais elle ne peut pas lui en vouloir pour ça. Après tout, dès que Misato Kiyoshiro a éveillé son pouvoir d'attribut du temps, l'équilibre des forces entre les aventuriers a complètement changé. Puisqu'elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle décide de mettre fin à l'appel et lui dit qu'elle le contactera plus tard. Iwako Hideki claque le combiné sur la table dès que l'appel est terminé. Il n'aime pas lui parler et il n'aime surtout pas entendre le nom de leur ancien chef. Rien que de l'entendre, ça l'a énervé. Et il semble que c'est le moment idéal pour lui d'évacuer toute sa colère. Iwako Hideki se dirige vers un entrepôt isolé dans la forêt où lui et Iwashi ont l'habitude de torturer leurs victimes. Alors qu'il marche vers les grandes portes, il se demande comment il va torturer l'étudiant. Passant en revue différentes méthodes de torture dans sa tête, il n'a pas pu laisser sortir toute sa colère sur Misato Kiyoshiro. Alors il va la déverser sur Azeki Yosuke à la place. La porte s'ouvre sur un entrepôt vide et ni Azeki Yosuke ni Yoichi ne sont là. Alors qu'Iwako Hideki essaie de comprendre ce qui se passe. Iwashi arrive par derrière avec son épée dégainée. Et vise directement le visage d'Iwako Hideki. Le directeur ne regarde même pas derrière lui et attrape l'épée entre deux de ses doigts. Pour que Iwashi pense qu'une attaque comme celle-là allait réussir. Il doit avoir sévèrement sous-estimé son directeur. Iwako Hideki charge de l'énergie dans sa main, prêt à donner une leçon à Iwashi. S'il était contrarié à la mention de Misato Kiyoshiro plus tôt. Alors cette attaque insignifiante l'a rendu fou de rage. Il enveloppe Yoichi avec des chaînes magiques et le maintient la tête en bas. Puis il repousse son subordonné avec facilité. Le faisant tomber au sol avec un grognement de douleur. Clairement, Iwashi a fait le mauvais choix en défiant Iwako Hideki sans reconnaître leur différence de force. Il est maintenant temps pour Iwako Hideki de le briser et de détruire tous ses désirs insensés. Avant qu'il ne puisse commencer à donner une leçon à Iwashi, une voix sévère s'élève derrière lui et se moque du fait qu'Iwako Hideki reste toujours un idiot. Le principal tourne la tête vers la voix et voit Azeki Yosuke sortir calmement de l'entrepôt. Il continue de réprimander Iwako Hideki, soulignant son amour de la flagornerie devant les forts. Et d'exploiter les faibles. Le vieil homme est toujours aussi avide et stupide qu'avant. Iwako Hideki ne réalise toujours pas à qui il parle.
et essaie de rappeler à l'étudiant qu'il parle au principal de l'académie. Mais Ase Kiyosuke ne s'arrête pas de parler. Il souligne le fait qu'Iwako Hideki est un hypocrite. Puisque si quelqu'un s'est ruiné avec ses désirs égoïstes, c'est définitivement lui. C'est la goutte d'eau pour Iwako Hideki et il exige qu'Ase Kiyosuke lui donne son numéro d'étudiant afin qu'il puisse être expulsé. Ase Kiyosuke sourit de voir qu'Iwako Hideki n'a toujours pas compris qui il est. Il a travaillé si dur pour arriver à ce moment. Et maintenant, il est enfin temps pour lui et Iwako Hideki d'avoir une conversation entre eux. Iwako Hideki n'a toujours aucune idée à qui il parle, mais maintenant il est sûr qu'il va devoir donner une grande leçon à Ase Kiyosuke. Pour prouver à quel point la différence de force entre eux est grande, il commence l'attaque avec une magie d'attribut de terre avancée, créant un point géant de roche pour détruire Ase Kiyosuke en un seul coup. Normalement, il serait impossible pour un étudiant d'éviter une telle attaque. Il envoie le point volé vers Ase Kiyosuke qui ne réagit pas. Et il semble qu'il soit sur le point de prendre de plein fouet l'attaque. L'attaque atterrit et Iwako Hideki commence à rire sauvagement, pensant qu'Ase Kiyosuke a été éliminé si facilement. Voilà ce qui arrive quand de simples étudiants essaient de le défier. La fumée se dissipe et il ne reste aucun signe de vie. Et l'entrepôt est complètement détruit, il ne reste rien. Iwako Hideki commence à penser qu'il est allé un peu trop loin. Puisqu'il a détruit l'entrepôt, il va maintenant devoir penser à un nouvel endroit pour torturer d'autres personnes. Il n'a même jamais pu savoir qui était Ase Kiyosuke. Mais il peut au moins rester pour le regarder mourir. Une fois qu'il a l'impression que son travail est terminé, il se retourne pour partir. Mais remarque alors Ase Kiyosuke debout devant lui, complètement indemne. Notre MC sort calmement des décombres et rappelle à Iwako Hideki qu'il voulait juste une petite conversation et non de la violence. Le principal a du mal à croire qu'un simple étudiant ait été touché par sa magie avancée. Mais a quand même réussi à s'en sortir complètement indemne. Il n'y a jamais eu d'étudiant aussi puissant que ça auparavant. Maintenant, Iwako Hideki n'est pas seulement curieux, il est furieux et il exige de savoir qui est Ase Kiyosuke. Ase Kiyosuke sourit et demande à Iwako Hideki s'il n'a toujours pas compris qui il est après tout ce temps. Iwako Hideki ne sait toujours pas qui est Ase Kiyosuke. Et dit à l'étudiant d'arrêter de plaisanter et de révéler son nom. Ase Kiyosuke sourit. Et demande à Iwako Hideki une dernière fois s'il l'a vraiment oublié. C'est alors qu'Iwako Hideki remarque enfin, de par sa façon de parler et ses manières, que cet étudiant ressemble et sonne terriblement comme Misato Kiyoshiro. Le vieil homme commence à reculer de peur, ne croyant pas que Misato Kiyoshiro puisse être de retour après tout ça. Ce type est définitivement mort et il s'en est assuré en verrouillant le portail. Il commence à penser que tout cela doit être une sorte de mise en scène dégoûtante orchestrée par Ase Kiyosuke et il dit à l'étudiant d'arrêter la performance. Ase Kiyosuke a probablement juste vu le nouveau reportage sur Misato Kiyoshiro récemment et essaie de jouer un personnage pour paraître intimidant. C'est la seule explication car en ce qui le concerne, Misato Kiyoshiro est mort. Sur ce, Iwako Hideki charge de la magie du vent dans sa main. Et rassemble de la magie de la terre autour de lui alors qu'il se prépare à lancer une autre attaque puissante. Ase Kiyosuke soupire de déception devant le peu qu'Iwako Hideki a changé. Il a toujours été comme ça et il vit sa vie en ne croyant que ce qui est pratique pour lui tout en ignorant ce qui ne l'est pas. Iwako Hideki en a assez d'entendre les leçons d'Ase Kiyosuke. Et continue de charger son attaque magique. Il avertit l'homme que s'il continue à s'approcher, il sera touché par une pleine explosion de sa magie. Ase Kiyosuke continue d'avancer, chargeant une explosion magique de son propre chef. Il a compris le motif de l'homme maintenant. Il a été influencé par les douces paroles de ceux qui l'entouraient. Et c'est pourquoi il a fini par trahir Misato Kiyoshiro. Prononcer son nom semble être la goutte d'eau pour Iwako Hideki alors qu'il lance une attaque magique complètement chargée sur l'étudiant. Ase Kiyosuke répond de la même manière avec une explosion de magie du feu, annulant complètement l'attaque d'un simple revers de la main. L'air se dissipe alors que leurs deux sorts se dissipent, laissant Iwako Hideki complètement choqué qu'un étudiant puisse contrer son sort. De plus, il a contré le sort avec exactement la même technique que Misato Kiyoshiro a utilisée pour vaincre le monstre final lors de la catastrophe de la porte il y a 20 ans. Il n'y a plus moyen pour lui de le nier. Il est évident que c'est vraiment Misato Kiyoshiro qui est revenu d'une manière ou d'une autre pour se venger. Iwako Hideki tombe à genoux alors qu'il commence à se souvenir de tout. Il est sûr qu'ils l'ont scellé dans le donjon et Misato Kiyoshiro devrait définitivement être mort. Mais il semble qu'il ait survécu d'une manière ou d'une autre.
Ase Kiyosuke lui assure qu'il a été véritablement scellé et piégé et qu'il a été jeté dans les profondeurs du désespoir. Iwato accepte finalement que ce soit vraiment Misato Kiyoshiro qui se tient devant lui. Et l'élève s'approche de son directeur avec un sourire, heureux qu'Iwako Hideki se souvienne enfin de lui. Iwako Hideki est tellement choqué qu'il doit redemander si Ase Kiyosuke est vraiment le défunt Misato Kiyoshiro. Le directeur n'attend pas de réponse et se lève pour le défier à nouveau. Il n'arrive tout simplement pas à croire que c'est vraiment Misato Kiyoshiro. Cet homme est mort il y a plus de 2 décennies, et qu'il soit ici. Cela signifie qu'il est revenu d'une manière ou d'une autre dans ce monde. Puis il commence à charger un autre sort, cette fois pour abattre Ase Kiyosuke pour de bon. Il lance d'autres attaques magiques basées sur le vent sur l'élève. Et Ase Kiyosuke recule facilement, évitant complètement l'attaque. Mais Iwako Hideki ne lui laisse pas le temps de se reposer. Et envoie un autre point de roche massif s'écraser sur lui. Ase Kiyosuke parvient toujours à esquiver calmement l'attaque. Sans aucune urgence particulière. À ce stade, Iwako Hideki est de plus en plus en colère qu'un petit morve parvienne à esquiver parfaitement. Et à éviter toutes ces attaques apparemment sans transpirer. Il doit prendre le dessus dès que possible. Car ce n'est pas seulement le combat qui est en jeu dans cette bataille. Mais aussi sa fierté. Il n'était pas un combattant pendant son temps en tant que chercheur d'or. Et même jusqu'à présent, les autres saints pentagrammes se moquent de lui pour sa lâcheté d'avant, mais il n'a pas laissé leur raillerie le décourager. Il s'est assuré de prouver qu'il n'est pas faible d'innombrables fois, et récemment, il a développé quelque chose qui montrera définitivement sa véritable force. Iwako Hideki lève les mains et rassemble la magie du vent et de la terre autour de lui. Ce qui assombrit la zone autour de lui alors que la magie tourbillonne autour de lui. Ce sort qu'il prépare est une technique secrète qui a pris 20 ans à créer. Plus de roches et de vent s'accumulent dans l'air et tourbillonnent autour de lui, se transformant en une attaque dévastatrice. C'est le fruit de son apprentissage dévoué de l'utilisation simultanée de la magie du vent et de la terre. Une fois le sort complètement activé, il l'envoie voler vers Ase Kiyosuke d'un seul coup. De multiples tirs puissants de vent et de terre volent de sa paume directement vers notre MC. Et ils fendent l'air avant de frapper le sol et de provoquer une énorme explosion qui engloutit complètement l'élève. Le grand tourbillon de magie se calme et Iwako Hideki prend un moment pour reprendre son souffle. C'est son sort magique le plus puissant et il lui a clairement pris beaucoup d'énergie pour le lancer. La poussière commence à se dissiper et, une fois de plus, il n'y a aucun signe d'Ase Kiyosuke nulle part dans les débris. Il semble qu'Iwako Hideki ait réussi à prendre le dessus cette fois. Ase Kiyosuke ne contre-attaque pas, ce qui signifie qu'il a très probablement été éliminé par le puissant sort. Iwako Hideki éclate de rire, heureux d'avoir réussi à vaincre le grand Misato Kiyoshiro. Misato Kiyoshiro. Seul, il commence à narguer l'homme présumé mort, lui demandant s'il pensait vraiment qu'après 20 ans, il serait toujours le même lâche qu'il était à l'époque des chercheurs d'or. Peu importe la force de l'attribut temporel de Misato Kiyoshiro, tout cela appartient au passé. Et maintenant, c'est Iwako Hideki qui a pris le dessus. À l'époque, lorsque de grandes batailles se produisaient et que les chercheurs d'or venaient sauver le monde. Tout ce qu'Iwako Hideki pouvait faire était de se cacher et de collecter des butins pour l'équipe, mais cette époque remonte à 2 décennies. Et Iwako Hideki n'est plus la même personne qu'avant. Il se moque d'Ase Kiyosuke pour avoir sous-estimé sa force et oublié que, après 20 ans, la force de quelqu'un augmentera très certainement avec le temps. Il est tout à fait naturel qu'il soit devenu plus fort après tout. Maintenant qu'il a l'exploit d'avoir enfin vaincu Kyoshiro, il s'assurera que les autres saints pentagrammes n'agissent plus avec arrogance. Maintenant, il commencera son règne en tant que le véritable plus fort parmi les saints pentagrammes. Une voix interrompt son délire. Et lui demande s'il a enfin fini. Ase Kiyosuke sort de la poussière. Complètement intact et essuie la terre supplémentaire de son corps. Après avoir subi tant d'attaques, il est en quelque sorte complètement indemne. Ase Kiyosuke, de son côté, est au moins légèrement impressionné qu'Iwako Hideki soit devenu capable d'utiliser une magie aussi puissante. C'est tout à fait normal pour un héros de cette époque. Après tout. Mais maintenant qu'il a laissé Iwako Hideki s'amuser, c'est au tour d'Ase Kiyosuke de laisser éclater sa colère sans retenue. Iwako Hideki comprend enfin la différence de force entre eux. Et réalise que le type qu'il affronte en ce moment est un monstre. Mais il ne peut pas reculer maintenant, surtout pas après avoir travaillé si dur pour arriver là où il est maintenant. Il ne laissera pas Misato Kiyoshiro venir.
et gâcher tout ce qu'il a lutté si fort pour construire. Iwako Hideki continue de presser l'attaque en utilisant un autre point de terre pour essayer d'attraper Azeki Yosuke, mais notre MC ne réagit pas à une autre itération de la même attaque répétitive. La main s'abat sur Azeki Yosuke et se referme. Mais il est facilement capable de dissoudre la magie de la terre avec de l'eau. Une fois de plus, tout ce combat n'est qu'Iwako Hideki qui aboie fort. Alors qu'Azeki Yosuke attend qu'il finisse et s'épuise. Aucune de ces attaques ne suffira à vaincre notre MC. Et à ce stade, il ne fait que perdre son temps. Malgré cela, il continue de gaspiller son énergie en lançant une quantité infinie d'attaques magiques sur Azeki Yosuke, alors même que l'élève continue d'esquiver sans effort. Et il contre tout à ce stade, il essaie juste désespérément d'éloigner notre protagoniste principal par peur. Mais Azeki Yosuke en a assez de ce combat. Il utilise une seule attaque propre pour dévier toute la magie avant qu'elle ne l'atteigne, puis il utilise une autre attaque de vent pour repousser Iwako Hideki, le faisant s'écraser contre un arbre. Avant que l'homme plus âgé ne puisse se relever, Azeki Yosuke s'approche avec un poing renforcé par le feu. Prêt à abattre l'homme une fois pour toutes, Iwako Hideki, réalisant qu'il n'y a nulle part où aller, se recroqueville devant Azeki Yosuke, implorant désespérément le pardon. Azeki Yosuke arrête le poing de feu un instant alors que l'homme continue de se prosterner devant lui, il s'excuse pour ce qui s'est passé il y a 20 ans et continue d'implorer pour sa vie. Bien qu'il ait l'air désolé à l'extérieur, il compte sur l'empathie et la gentillesse écrasante d'Azeki Yosuke. Pour le laisser s'en tirer si seulement il implore assez fort, alors Azeki Yosuke le laissera sûrement partir avec sa tête toujours attachée. Mais notre protagoniste principal lui dit juste de se taire, il peut voir à travers les ruses de l'homme plus âgé. Et c'est que c'est la même méthode qu'ils ont utilisée pour le piéger à l'époque, il n'y a aucun moyen qu'il laisse ce qui s'est passé la dernière fois se reproduire, il semble qu'Azeki Yosuke soit au-delà de la mendicité à ce stade. Et il se prépare à mettre fin au combat rapidement en rallumant son poing enflammé. Iwako Hideki se lève et continue de supplier, rappelant à Azeki Yosuke qu'ils étaient amis, mais il est déjà trop tard. Et notre protagoniste principal dit à l'homme qu'il n'a plus le droit de l'appeler un ami, maintenant il n'est devenu qu'un démon de vengeance, puis sans hésitation, il écrase son poing enflammé sur le visage de l'homme. Et enchaîne avec plusieurs attaques de haute intensité, battant brutalement l'homme à un cheveu de la mort. Alors qu'Iwako Hideki commence à perdre conscience. Il commence à réaliser qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à Misato Kiyoshiro au départ. Azeki Yosuke lance un dernier coup de poing puissant, envoyant l'homme voler en arrière et l'assommant. Malgré la raclée brutale, il s'est assuré de ne pas tuer Iwako Hideki. Après tout, il a encore des questions pour l'homme, mais ces questions devront attendre car l'homme est complètement assommé et incapable de parler. Après un moment, Iwako Hideki se réveille et voit Azeki Yosuke le surplomber, l'homme hurle immédiatement et recule de peur avant de recommencer à supplier de ne pas être tué. Azeki Yosuke lui dit de se calmer, lui assurant qu'il ne mourra pas encore. Mais en échange, il y a des questions auxquelles il a besoin de réponses. Azeki Yosuke fouille dans la poche de l'homme et en sort son téléphone. La première chose dont il a besoin, ce sont des informations sur la sainte du pentagramme, les Roxy. Iwako Hideki essaie d'attraper son téléphone. Mais Azeki Yosuke le tient hors de portée, il regarde les journaux d'appel et selon son historique. Il a parlé à Lee aussi récemment qu'aujourd'hui, Azeki Yosuke exige de savoir de quoi il parlait, sachant pertinemment qu'il mourra très probablement s'il ne coopère pas. Iwako Hideki craque et révèle que Lee est censé venir au Japon dans 3 jours. Et elle voulait parler de sa prochaine visite. Azeki Yosuke sourit à l'information. Dans 3 jours, l'une de ses cibles viendra directement à lui, ce qui rend tout tellement plus facile et l'aide à décider de ce qu'il va faire ensuite. Sur ce, il rejette le téléphone à Iwako Hideki et lui ordonne de traiter Lee normalement pour l'instant, mais il avertit également l'homme de ne rien révéler sur son identité. Azeki Yosuke a placé un sort spécial sur le cœur d'Iwako Hideki pendant qu'il était inconscient, le sort permettra à Azeki Yosuke de le surveiller. Et s'il lui dit qui il est, alors en un instant, le cœur d'Iwako Hideki explosera en feu. Cela provoque le gel de l'homme plus âgé dans la panique alors que son cerveau lutte pour traiter l'information. N'ayant plus rien à dire, Azeki Yosuke part, encourageant Iwako Hideki à s'assurer de tenir sa promesse. La vérité est qu'Azeki Yosuke n'utilise pas réellement ce genre de magie. Mais sachant à quel point Iwako Hideki est lâche, avoir un bluff comme celui-ci fonctionnera aussi bien que de lui lancer le sort, il ne veut pas utiliser l'hypnose absolue sur Iwako Hideki. Parce qu'il veut que l'homme soit dans un désespoir complet tout en conservant son sens de soi.
3 jours passent et un vol discret est en route pour le Japon. Léa Ruoxia est à bord de ce vol et elle regarde par la fenêtre avec ennui. Alors que l'un de ses gardes du corps l'informe qu'ils sont presque arrivés, l'hôtesse de l'air se rend à l'arrière pour annoncer aux passagers que l'avion arrivera bientôt au Japon. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, elle hurle dans le micro alors que quelque chose lui arrive, un groupe d'hommes armés détourne l'avion. Et ils tiennent l'hôtesse de l'air sous la menace d'une arme. L'un des hommes pointe son arme sur le groupe de civils non armés. Et ordonne à tous de se mettre au sol. Léa Ruoxia se lève sans hésitation alors que les hommes continuent de crier et elle se dirige vers l'arrière de l'avion. Puis en un instant, elle se précipite devant l'un des hommes et l'attrape par le col en utilisant la magie pour le jeter au sol avant qu'il ne puisse réagir. Avec un de moins, elle court vers l'autre qui tient l'hôtesse de l'air en otage. Et l'assomme d'une rapide frappe de la paume au visage. En quelques secondes, les deux criminels sont neutralisés et les passagers lèvent les yeux pour voir les Ruoxi debout au-dessus de leurs corps inconscients. L'avion atterrit sans autre incident et les criminels sont escortés par les forces de l'ordre. Le propriétaire de l'aéroport arrive en personne pour remercier Lei pour ses efforts pour s'être occupé rapidement et discrètement des criminels. Lei est juste heureuse d'être tombée par hasard dans le même avion que les pirates de l'air, ce qui lui a permis d'être là pour les arrêter. Grâce à cela, la réputation de l'avion n'a pas été ternie. Mais plus important encore pour elle, il semble que les criminels utilisaient un type d'arme spéciale qui n'est pas détecté par les détecteurs. Récemment, de nombreux groupes ont été armés d'équipements fabriqués à partir de matériaux provenant de donjons. C'est pourquoi Lei prévoit de donner à son personnel une partie de cet équipement spécial d'autodéfense. Elle pose sa main sur l'épaule du propriétaire et lui dit directement qu'elle veut l'équipement utilisé par son aéroport. Comprenant immédiatement ce qu'elle attend de lui, il incline la tête et lui assure qu'il fera en sorte que cela se produise. Une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'aéroport et hors de portée de toute oreille indiscrète, Lei passe un coup de téléphone et dit aux personnes à l'autre bout du fil de libérer les pirates de l'air. C'est elle qui a placé les pirates de l'air afin de les éliminer et de sauver la situation. Ce faisant, elle a contribué à conclure l'accord avec le propriétaire de l'aéroport. Et a même gagné un peu de publicité supplémentaire par la même occasion. Alors qu'elle quitte l'aéroport, un groupe de fans adorateurs attend pour lui témoigner son amour. Ils la considèrent tous comme l'héroïne Léa Ruoxia. Elle sourit et leur fait signe de la main. Elle arrive à l'académie de formation des aventuriers de Tokigo. Et se dirige vers le bureau d'Iwako Hideki pour discuter affaires avec lui. Elle est toujours curieuse au sujet de l'étudiant à la tribu du vide qu'Iwako Hideki a mentionné plus tôt au téléphone. Elle veut savoir si des progrès ont été faits. Lors de l'enquête sur l'étudiant, Iwako Hideki bafouille un instant, mais admet que toute cette histoire n'était qu'une fausse alerte. Les bandages et les blessures sur son visage ne concernent pas Léa Ruoxia et elle ne pose pas de questions à ce sujet. Au lieu de cela, elle en vient directement au but de leur discussion. Maintenant qu'elle a confirmé que l'étudiant à la tribu du vide n'est rien qu'une perte de temps, Iwako Hideki est toujours terrifié par le sort qu'Azeki Yosuke prétend avoir placé sur son cœur. Et il essaie désespérément de paraître normal afin de ne pas attirer de soupçons indésirables de sa part. Léa Ruoxia pose sa tasse et en vient au point principal de leur discussion. Qui est une nouvelle drogue que son entreprise est en train de développer. Ils devront choisir qui sera le prochain cobaye pour l'expérimentation. Et elle veut utiliser les étudiants de l'académie pour cela. Azeki Yosuke écoute toute la conversation à travers une oreillette connectée à la pièce. Il est dégoûté par les choses qu'il entend de l'autre côté de l'appel. Et cela ne fait qu'aider à prendre sa décision. La prochaine personne qui connaîtra le désespoir de sa vengeance sera Léa Ruoxia. De retour chez lui, Azeki Yosuke regarde les nouvelles du jour. Alors qu'il réfléchit à son plan. Les nouvelles parlent de Léa Ruoxia et de son arrivée récente au Japon. Elle la félicite également pour s'être occupée des pirates de l'air qui ont tenté de faire tomber son avion. Azeki Yosuke est trop concentré sur son plan pour se soucier du segment d'actualité. Léa Ruoxia est l'une des personnes qui l'ont trahi il y a 20 ans. D'après les recherches qu'il a réussi à dénicher, il a découvert qu'elle produit des armes uniques en utilisant des matériaux provenant de donjons. Et il semble également qu'elle ait réussi à faire fortune en les vendant. Mais à en juger par la conversation qu'elle a eue avec Iwako Hideki plus tôt, il est probable qu'elle utilise l'école et ses étudiants pour faire de mauvaises choses. En surface, elle se présente comme une héroïne, mais en coulisses, elle profite des autres. Ce n'est pas quelque chose qu'Azeki Yosuke peut simplement laisser se produire sous son nez.
Il se dirige vers l'école tout en essayant de comprendre quoi faire. Dire qu'il veut se venger de Léa Ruoxia est une chose. Mais il n'a aucune idée de la manière de s'y prendre. La sécurité de l'école est devenue beaucoup plus stricte depuis que Léa Ruoxia s'est impliquée dans ses affaires. Donc, pour l'instant, tout ce qu'il peut faire est d'enquêter sur la situation et d'essayer de trouver une ouverture. Alors qu'il marche dans les couloirs, Asahi vient le saluer en allant en classe. Elle remarque qu'il lit un article sur Léa Ruoxia et ne cache pas à quel point elle adore cette femme plus âgée. Pendant qu'il parle, elle mentionne quelque chose appelé le Grand Serpent de Shanshan qui est très populaire. Le Grand Serpent de Shanshan est un clan qui a été créé par les. Et ils ont un tas de membres puissants. Il est probable que les hommes en costume noir qui gardaient les Pluto étaient également de ce clan. De nombreux étudiants de l'école prévoient également de rejoindre le clan ainsi que des organisations militaires. Elle lui demande quels sont ses projets et au début, il veut dire qu'il n'y a rien qu'il voudrait faire, mais ensuite il réalise que l'utilisation de ce clan pourrait être un moyen parfait pour lui de se rapprocher de les. Il prend une décision et remercie Asahi de l'avoir aidé à comprendre ce qu'il va faire à l'avenir, puis il s'éloigne. Asahi n'a aucune idée de ce dont il parle. Mais elle est heureuse d'aider malgré tout. Dans le bureau d'Iwako Hideki, le directeur s'occupe de certaines affaires lorsque son téléphone sonne, ce qui le fait sursauter de peur. Il le décroche et c'est Azeki Yosuke à l'autre bout du fil. Il a besoin d'une faveur d'Iwako Hideki et elle est liée à la prochaine fois que l'elle le contactera. Pendant ce temps, dans un laboratoire de recherche sécurisé, des hommes en blouse de laboratoire se promènent dans la pièce tandis qu'un étudiant est agenouillé sur le sol. Enchaîné et visiblement en détresse. La porte du laboratoire s'ouvre et Léa Ruoxia entre, demandant d'un ton moqueur à l'enfant comment il se sent. L'étudiant la supplie d'arrêter de lui injecter une drogue bizarre, sinon il est sûr de mourir. Léa Ruoxia le jette à terre et lui dit d'arrêter de se plaindre. Après tout, si les tests de la drogue sont concluants, il finira par devenir beaucoup plus fort. Et tout ce qu'il a à faire, c'est de continuer à être un petit rat de laboratoire pour eux. Elle claque des doigts. Et deux des chercheurs s'approchent de l'étudiant par derrière et lui injectent une autre dose de cette étrange médecine. L'étudiant essaie de supplier et de s'éloigner, mais dès que la drogue pénètre dans son corps, il commence à gargouiller et à hurler avant de se taire. On dirait que cette fois, la médecine lui a fait perdre la capacité de parler. Il semble que si le rat de laboratoire n'a pas au moins quelques compétences en magie, la drogue ne fonctionnera pas sur lui. Ils ont encore besoin de recueillir plus de données et pour cela, ils devront trouver plus de sujets de test. Pour ce faire, ils peuvent organiser un recrutement pour le clan du Grand Serpent de Shanshan. Mais c'est en fait un moyen pour eux de rassembler des personnes fortes à utiliser comme sujet de test. Elle appelle Iwako Hideki pour lui demander s'il se souvient de leur discussion sur les sujets de test. Elle a besoin de quelqu'un qui soit doué en magie et elle veut qu'ils choisissent des étudiants de l'académie pour qu'elle les utilise. Iwako Hideki lui donne plutôt l'idée d'organiser une sélection à l'académie. De cette façon, ils peuvent directement trouver des personnes compétentes et les faire venir sans éveiller les soupçons. Léa Ruoxia est ravie de l'idée et commence à planifier l'organisation immédiate de la sélection. Pendant ce temps, Iwako Hideki met fin à l'appel et soupire. Il a fait ce qu'Azeki Yosuke lui a demandé de faire, donc maintenant la balle est dans le camp de notre MC. Le lendemain, l'un des gardes de Léa Ruoxia fait une annonce aux étudiants, les informant que le Grand Serpent de Shanshan organisera un examen de sélection pour trouver de nouvelles recrues. Les étudiants sont ravis d'avoir l'opportunité de rejoindre un clan populaire. Mais Azeki Yosuke se contente de sourire de satisfaction. On dirait qu'une voie pour se rapprocher de Lei est enfin apparue pour lui. Les étudiants intéressés à rejoindre le Grand Serpent de Shanshan se rassemblent sur le terrain de sport de l'école pour passer l'examen de sélection pour rejoindre le clan. Le garde personnel de Léa Ruoxia apparaît pour donner un aperçu du déroulement de l'examen. Alors qu'il énumère les règles de la compétition, Azeki Yosuke décide qu'il doit réussir cet examen de sélection afin de pouvoir rejoindre le Grand Serpent de Shanshan et se rapprocher de Lei. Son approche de celui-ci doit être différente de la façon dont il est arrivé à Iwako Hideki. Avant, il essayait de ne pas attirer l'attention sur lui. Mais cette fois-ci, il doit attirer l'attention du bras droit de Lei. Yang Xinyu et aussi l'attention des autres examinateurs. Pour ce faire, il décide de montrer un peu sa puissance. Après les annonces initiales, Azeki Yosuke se dirige vers la zone des sièges. Pour attendre le début des vrais préliminaires. Asahi vient à sa rencontre quand elle le voit se reposer près des tribunes.
Elle révèle qu'elle prévoit également de passer l'examen. Au grand déplaisir d'Azeki Yosuke, il préférerait qu'elle ne s'implique pas dans ce bazar. Asahi elle-même sait qu'elle n'a pas vraiment sa place avec les autres étudiants puissants qui passent l'examen. Mais elle a ses propres raisons de vouloir se joindre malgré cela, elle prévoit de faire de son mieux pour réussir l'examen. Et elle souhaite également bonne chance à Azeki Yosuke. Les examens commencent et cela commence par un test pour mesurer la puissance magique. Les gardes présentent un orbe qui sera utilisé comme appareil de mesure pour visualiser la puissance magique de quiconque le touche. Les étudiants doivent s'avancer un par un et verser leur puissance magique dans l'orbe et ensuite ils seront notés en fonction de ce qui apparaît. Le premier groupe d'étudiants n'est pas très impressionnant pour l'examinateur qui donne les notes et il leur donne pour la plupart des notes moyennes. Puis c'est au tour d'Azeki Yosuke. Et il s'avance fièrement vers l'orbe pour passer son test, montrant sa carte à l'examinateur en passant. L'homme n'est pas trop impressionné de voir un utilisateur du vide de niveau 30 et il ne s'attend déjà pas à grand-chose de lui. Cependant, ses attentes sont pulvérisées lorsqu'Azeki Yosuke libère une quantité massive de puissance magique, faisant briller l'orbe d'une lumière vive qui aveugle presque tout le monde dans la zone. Ils ont du mal à croire à quel point il est puissant juste après le premier test. Alors que le spectacle de lumière s'éteint, Azeki Yosuke s'éloigne calmement alors que l'examinateur lui donne une note S pour le premier test. Le suivant est un test de compétence magique qui est l'occasion pour un étudiant de démontrer ce qu'il peut faire avec ses attributs. Azeki Yosuke génère un morceau de terre, ce qui est un sort très basique que la plupart des gens peuvent faire, mais ensuite il enchaîne en créant une boule d'eau, ce qui est déjà assez choquant. Mais ensuite, il termine avec une boule de feu, de foudre et d'air. Et parvient à les maintenir parfaitement ensemble en même temps. Ce sont tous les attributs de base de la magie qui sont lancés et maintenus en même temps. Et c'est un exploit que personne n'a jamais vu auparavant. C'est la puissance de l'attribut du vide qui a été moqué comme impuissant pendant bien trop longtemps. Asahi court le féliciter après son incroyable performance. Mais maintenant, c'est à son tour de prouver sa valeur avec sa magie. Elle s'approche d'un tas de plantes sèches et mortes et leur lance un sort de lumière, les ranimant instantanément et les remplissant de vitalité. Les autres élèves se moquent du fait que tout ce qu'elle puisse faire, c'est ranimer des plantes mortes. Ce qui n'a rien d'exceptionnel, mais Azeki Yosuke connaît la vraie valeur de son talent. Elle possède la magie de l'attribut lumière, qui est aussi rare que son attribut du vide. Ce qui signifie qu'elle a le potentiel de devenir aussi puissante que lui, mais il sera difficile pour les examinateurs d'évaluer ses compétences. Parce que c'est si rare, il se sent un peu mal pour elle, mais il vaut mieux pour elle de ne pas être entraînée dans ce pétrin avec lui de manière inattendue, malgré les pensées d'Azeki Yosuke. Yang Xinyu inscrit son nom comme quelqu'un qui vaut la peine d'être essayé comme sujet de test. Après tous les examens, la dernière étape est un duel en tête-à-tête avec les examinateurs. Ces examinateurs sont des membres du Grand Serpent de Chonchan. Donc, naturellement, les étudiants n'ont aucune chance de gagner. Mais ce combat ne consiste pas à savoir si les étudiants peuvent gagner ou perdre. Ils seront tous évalués en fonction de la qualité de leur combat. Yang Xinyu est bien consciente qu'il n'y a aucun moyen pour un étudiant de gagner contre eux en premier lieu. Le tour d'Azeki Yosuke arrive. Et il est sur le point d'affronter l'un des examinateurs les plus coriaces. En fait, il a déjà fait sensation pendant l'examen avec toute la démonstration qu'il a faite plus tôt. Donc, le professeur est plus qu'heureux de l'affronter et de prouver que ses résultats dans tous les autres tests ne signifient rien face à un vrai combat. Azeki Yosuke accepte humblement et dit qu'il est ravi d'apprendre beaucoup de leur combat. L'examinateur est impatient d'en finir en un seul coup et crée une grande attaque à partir de la magie de la terre, tirant plusieurs projectiles sur Azeki Yosuke. L'étudiant est immédiatement capable de la bloquer avec la magie du vent et il contre complètement l'attaque, renvoyant tout sur l'examinateur. Il n'arrive pas à croire qu'un simple étudiant puisse détruire sa magie en un seul coup. Mais au moment où il lève les yeux, Azeki Yosuke a disparu. Puis il réapparaît derrière l'homme avec un glaçon pointu fait de magie de l'eau pressée contre sa gorge. Le vainqueur est déclaré immédiatement et Azeki Yosuke sort vainqueur de l'examen. Yang Xinyu n'arrive pas à croire qu'un étudiant puisse gagner contre quelqu'un de son clan et il commence à se demander qui est Azeki Yosuke. Plus tard dans la journée, il appelle Léa Ruoxia pour lui expliquer les détails de l'examen. Elle lui demande s'il a trouvé des sujets de test intéressants. Et il mentionne un étudiant en particulier qui est plutôt intéressant. Il a réussi l'examen avec une performance incroyablement forte et il semble qu'il ait l'attribut du vide. Dès que Léa Ruoxia entend cela,
elle réalise que l'étudiant est très probablement la même personne sur laquelle Iwako Hideki enquêtait. Maintenant qu'elle a entendu ça, on dirait qu'elle a réussi à mettre la main sur un cobaye très intéressant.